Les Instigateurs, podcast numéro 36. Aujourd'hui, c'est un épisode Mythbuster. Un diplôme, c'est important en affaires. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What's going on, MD? Not much. Tranquillement, retour à la réalité. Au bureau ce matin, il n'y a pas un chat. Il n'y a que des sans-abri dans la rue. C'est une ville fantôme, mais ça prend vie tranquillement. Ouais, hein, comment que ça se passe pour toi? Comment ça a été l'évolution au niveau de ton retour à la normale avec Didac? Tu veux dire de notre côté, mais comme je l'ai expliqué déjà dans le passé, on est une business web, fait que ça change pas grand-chose. Le seul défi que j'ai présentement, c'est qu'on est en train de faire l'intégration d'un nouvel employé, d'une nouvelle ressource. Donc, du onboarding en présentiel, face à face, je suis très à l'aise. À distance, surtout dans un rôle stratégique où ce que la personne va être désignée complètement à l'expérience client. Donc, c'est un poste qui, par défaut, doit maîtriser quand même assez bien la plateforme. Donc, de faire ça à distance, c'est une approche différente avec laquelle je commence à m'accoutumer, là. Mais sinon, pour vrai, c'est same old, same but different, là. Fait que... C'est ça, hein. Ça a été beaucoup, je parlais à beaucoup d'entrepreneurs justement qui avaient déjà des plateformes en ligne et certains qui n'avaient pas du tout de plateforme en ligne. Ça a été challenging pour certains d'entre eux, mais ils sont contents d'avoir été forcés à le faire. Ça a amélioré énormément de choses dans leur business. Et puis le fait de pouvoir, ils ont changé carrément leur façon de fonctionner, leur façon, tu sais, d'avoir des employés à l'office. Il y en a même qui reconsidèrent complètement la nécessité d'un bureau physique. Là, tu sais. Ça fait que ça a ouvert beaucoup. Les bonnes business ont fait un pivot permanent, je veux dire comme ça. Tu sais, comme mettons Shopify qui a pris position puis commence justement à le mettre plus de l'avant que ils vont être remote focus maintenant. Donc, tu sais, principalement pour les développeurs au Québec, si tu voulais travailler pour Shopify, il fallait que tu déménages à Montréal. Là, tranquillement. Mais ça, Shopify, sont-tu pas à Ottawa? Oui, mais tu sais, ils sont à Ottawa, ils ont des offices BC, ils ont des bureaux un petit peu partout. Mais au Québec, c'est à Montréal. Puis là, tranquillement, pas vite, c'est ça. C'est comme ils ont affiché leur couleur, comme quoi qu'ils se rendent compte que ça fait super bien, puis qu'il n'y a plus nécessairement la nécessité d'avoir autant de pieds carrés, de briques et mortiers. Donc, j'ai hâte de voir dans les prochains mois, justement, si ça va avoir un impact sur la main-d'œuvre et le marché, mettons, à Québec, de notre côté, si on va se le sentir, parce qu'évidemment, il y a un gros appeal pour les bons développeurs d'aller chez Shopify. Mais c'est ça, tu sais, oui, il y a des business qui font le pivot, mais dans les dernières semaines, je peux déjà te le dire que il y a énormément de business qui vont se scraper la face parce qu'ils sont déjà retournés dans leurs vieilles pantoufles. Je le vois dans les interactions que j'ai, je le vois dans le sérieux des demandes, je le vois dans le volume de demandes. Donc, j'ai l'impression que même si ça a été très pénible, ça n'a pas été assez encore pour fouetter comme du monde les entrepreneurs, les entrepreneurs sur le cruise control, mais comme le vrai cruise control, là, ou le réactif, là, comme, OK, là, on commence à déconfiner, il n'y a plus cette nécessité. Je suis comme, you're in for a hard time, boy. C'est le nouveau old school, dans le fond, tu sais. Ouais, mais c'est ça, sauf que cette compréhension-là, je te confirme que du moins, je sais pas si c'est à cause de justement le retard technologique qu'il y a au Québec ou quoi que ce soit, mais il y a plusieurs business qui semblent ne pas l'avoir compris. Ou du moins que c'est déjà plus une priorité de garder le momentum qu'il y avait dans les dernières semaines. Je trouve ça excessivement triste. Mais bon, je peux pas... Écoutez, moi, s'il y a un conseil à donner aux entrepreneurs right now qui sont un petit peu réfractaires, faites le saut assez rapidement parce que c'est ça qui va faire que votre entreprise va être appealing ou pas vers les employés. Et puis honnêtement, quand on rentre dans une optique de travailler à distance comme ça,
c'est ça qui va rentrer comme un facteur majoritaire de savoir où est-ce que le talent va aller. Est-ce qu'il va aller chez Shopify ou est-ce qu'il va aller chez vous? Donc, on en reparlera dans un épisode peut-être plus au complet. J'ai l'impression qu'on a assez de matériel pour une épisode il y en a d'autres choses à dire. J'ai pas validé la source, mais je voyais ça passer sur LinkedIn la semaine passée que selon les chiffres actuels, d'ici 2030, les milléniaux vont représenter 65 à 70% de la main-d'œuvre. Je suis comme, tu sais, ton shift, là, faut que tu le fasses assez vite, là, ça vient vite là, quand même. Là. C'est parce que tu vois, là, on est dans une période transitoire où les boomers ne veulent pas nécessairement dealer avec les milléniaux. Il y a ce côté peut-être un petit peu de non-compréhension l'un de l'autre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les milléniaux, si tu le fais pas, tu vas être pris. T'es pas pris, c'est la réalité des choses. C'est comme tu vas devoir travailler avec des milléniaux. Si tu le fais pas, tu vas te faire bouffer. Pour différents angles. Ta business ne sera plus compétitive. Sinon, c'est que ta business ne sera pas adaptée. Donc, lorsque tu vas arriver pour vouloir la vendre, tu vas avoir un prix qui est complètement ridicule parce que le facteur de risque va être beaucoup plus grand que ton compétiteur qui peut possiblement lui aussi vendre, mais qui est dans une meilleure position technologique. Donc. 100%. On va regarder ça je pense que le prochain épisode, ça pourrait être bon pour le prochain épisode. Aujourd'hui, on va retourner à notre sujet initial qui était... Aujourd'hui, c'est plus une série Mythbuster, donc c'est un type d'épisode qu'on avait introduit il y a pas longtemps passé. On en avait fait un, mais là, je pense que c'est un bon temps pour le ramener. Et puis, c'est justement quelque chose d'actualité aussi où on voit avec la transition justement qui se fait au niveau de la main-d'œuvre, est-ce qu'un diplôme, c'est important en affaires? J'ai l'impression qu'il y a des dents qui vont grincer et puis qu'il y a des personnes, ça va peut-être diviser le old school et le new school. Possiblement. Probablement. Ouais. Je le vois, moi, c'est assez, pour moi, c'est d'actualité parce que en tout cas, je le vois ces temps-ci. Je travaille sur un projet en ce moment. Ça fait un petit moment que je travaille sur ce projet-là dans ma communauté ici, dans la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, d'un incubateur et accélérateur d'entreprises en milieu rural. Donc, je travaille sur ce projet-là. Je travaille de concert avec déjà un incubateur qui est existant en Nouvelle-Écosse, à Yarmouth, qui est le premier vraiment incubateur en milieu rural en Atlantique. Et on est en train de travailler là-dessus. Et un des partenaires ou je dirais des personnes qui étaient intéressées ou des organisations qui étaient intéressées dans le projet était l'Université de Moncton. Ici à Chupaga, on a une aile de l'Université de Moncton. Et ça a très rapidement clashé au niveau des valeurs, au niveau de la vision des choses, au niveau des attentes. En tout cas, ça a été assez rock and roll. Et puis finalement, on a décidé que finalement on allait peut-être mettre un frein à la collaboration de proches et réajuster, si tu veux, quand on va avancer, parce que là, ça mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Ce qui m'a amené à me reposer la question au niveau de l'entrepreneuriat, surtout au niveau du mindset, mais de la validité d'un cursus académique quand ça vient à l'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup d'opinions là-dessus, il y a beaucoup de façons de voir. J'aimerais entendre ton opinion là-dessus. Je sais que tu es beaucoup plus tranché sur ces choses, mais qu'est-ce que est ta vision, toi, Mathieu, par rapport à ça? Je vais être très clair. Je ne crois plus au système d'éducation traditionnel depuis très longtemps. Mm-hmm. Je trouve que ça moule des pensées de façon trop rigide. Ça enlève la créativité à plusieurs personnes. Ça crée une distance entre le théorique et le terrain. Ça bâtit des fausses élites. Donc, malheureusement, dans le passé, j'ai eu plusieurs personnes que j'ai embauchées ou avec lesquelles j'ai dû travailler qui, tu sais, moi, de mon côté, j'en ai pas. En fait, j'ai un deck technique en production et post-production de TV, cinéma pour faire à ma mère, pour faire plaisir à ma mère que je suis allé chercher ça. Newsflash, ça sert à fuck all maintenant. Mais la réalité est que, justement, j'ai été dans des positions où j'ai embauché, dû travailler avec des personnes qui avaient beaucoup plus de diplômes que moi,
mais fuck qui était clueless. Sauf que la seule personne qui était pas au courant d'à quel point ils étaient incompétents, c'était eux-mêmes. Parce que dans leur tête, excuse, je le sais, moi j'ai des études. Ouais, non, ça fonctionne malheureusement pas comme ça. Donc, non, je n'y crois pas. Pas parce que le contenu n'est pas bon, mais je crois que le véhicule n'est plus adapté. Donc, c'est tout le temps une question. Il y a un snobisme qui est associé au diplôme, surtout au niveau universitaire. Moi, écoute, je suis un petit peu comme toi, là, au niveau académique, ça n'a pas été nécessairement une réussite pour moi. J'ai un diplôme collégial, c'est quand même, tu sais, dans le fond comme toi, là, j'ai un diplôme du collège ici au Nouveau-Brunswick en marketing qui m'a servi pas à grand-chose, malgré que tu sais, ça a été des bonnes années. Mais je me souviens toujours quand on dealait avec, par exemple, l'université et qu'on voulait rapprocher l'université, par exemple, du collège, des choses comme ça, voir comment est-ce qu'on pouvait collaborer, surtout au niveau des associations étudiantes, des activités. Il y avait un snobisme, mon homme, qui était... puis je me pense pas que le snobisme était conscient. Tu sais, j'ai l'impression que c'était ingrainé directement dans la fabrique de l'université, du côté académique, des choses comme ça. Et ça m'a tellement pué au nez que c'est devenu, dans le fond, un facteur de motivation aussi pour moi en affaires, dans le sens que comme, OK, je suis peut-être pas nécessairement le plus formé académiquement, mais Chris, je vais te montrer de quoi ce qu'on est capable de faire, tu sais. C'est parce que c'est géré de façon, c'est une approche fonctionnaire où ce que tout doit être standardisé des cursus, mais malheureusement, c'est à l'opposé de ce qui est un entrepreneur en développement. Tu sais, t'as comme l'ironie un peu de quelqu'un qui se lance en affaires va être hyper créatif, peu structuré et doit redevenir structuré avec les années pour justement bâtir ses propres process. Mais de l'autre côté, c'est que justement, on fait fi de ça et on essaie de rentrer tout le monde dans le même moule sans nécessairement s'intéresser au contexte et aux intérêts organiques de la personne. Donc, on n'a pas de flexibilité pour ajuster. Donc, c'est ce qui tue, je pense, pas que ça les tue, mais du moins, ça les met de côté. Tout ce qui est soft skills d'intérêt pour un entrepreneur, je trouve que ça ne peut pas tant être utilisé justement dans des contextes mettons, de processus universitaire ou quoi que ce soit, parce que c'est tellement formaté. Puis, vous allez tous faire la même chose. That's it. Fait que, de mon côté, moi, ça fait très longtemps que puis à la limite, ça, c'est un débat que j'ai avec ma femme parce que j'arrête pas de dire, puis elle pense que c'est en joke que je veux pas envoyer mon enfant à l'école. Je veux qu'il apprenne, absolument. Ben oui. Mais je pense qu'il y a différentes façons d'apprendre. J'ai l'impression... Vas-y, excuse-moi. J'ai l'impression que aussi la fréquence à laquelle les programmes sont mis à jour font que c'est toujours en retard un peu. Si je m'intéresse à un sujet, ça va toujours être, à mes yeux, plus rentable, plus stratégique et plus rapide de payer plus cher une fois un workshop avec un vrai expert qu'aller faire un cursus qui va me mettre à 40%, 50% de la compréhension sur plein de sujets. Mm-hmm. Mais surtout, je pense que c'est valide sur le post-secondaire. Au niveau, quand tu regardes le primaire, même le secondaire, c'est discutable, mais au niveau du primaire, moi, je vois ma petite qui rentre, là, elle est en maternelle, elle va rentrer en première année là, à la rentrée. Tu sais, je pourrais pas donner ce niveau d'éducation-là à mes enfants, si tu veux. Fait que des fois, il faut faire attention aussi, parce que du côté académique, le côté primaire, je vois ici les enseignants et les enseignantes qui enseignent à nos enfants sont très bons. J'en reviens pas à leur niveau de patience, d'implication, de patience, tu dis. C'est une beauté à voir. J'ai gagné énormément de respect pour ce côté-là, si tu veux, de l'éducation académique, ok, surtout au niveau primaire. Je trouve que on a des enseignants qui font la majorité, peut-être pas tous, mais ceux qu'on a ici font un très bel job. Et puis, je pourrais pas faire ce qu'ils font loin de là. T'sais. Ensuite, c'est valide quand tu arrives dans un milieu, dans le secondaire, quand tu commences à vraiment développer ton style, quand tu vois, OK, lui est peut-être plus au niveau, c'est un profil entrepreneur ou lui, c'est plus un profil scientifique, etc. Peut-être que les systèmes académiques devraient plus rapidement commencer à funneler, si tu veux, ces personnes-là. De dire, OK,
le profil, au profiler, si tu veux, les jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre dans un moule et puis les mettre dans un silo qui est prédéterminé, mais commencer, OK, il y a peut-être 3, 4 différentes voies, on va t'amener là. Peut-être que ça se fait déjà ou que ça a déjà été pensé au niveau des au niveau du privé, je sais que tu en as qui le font. Ça, c'est quelque chose que justement pour ça que je m'intéresse plus aux écoles alternatives. Tout, l'entrepreneuriat, je pense que ça peut se transmettre très jeune. Puis c'est quelque chose que malheureusement, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de taper in dans mes capacités entrepreneuriales avant fin du secondaire. Ouais. Alors que je pense que il y aurait moyen de justement amener ça plus de l'avant, de faire quelque chose. Parce que on te présente plein de choses, puis tout le long, c'est comme qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans la vie, qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans la vie. On te donne des titres officiels de des postes. Mais c'est drôle, mais moi, comme entrepreneur, j'ai jamais vu ça mis de l'avant comme étant une possibilité. On aurait dit que tu l'apprends juste sur le tard, comme ah, c'est vrai, je pourrais aussi faire ce que je veux, plutôt que juste dire je dois rentrer dans le moule d'un policier, un concierge. Donc, ouais, tu sais, par exemple, je regarde l'exemple d'un bac en art. Je trouve ça un petit peu, tu sais, comme weird comme concept. Dans un sens où l'artiste ne doit pas être moulé. Tu sais, l'artiste doit être free, tu sais, doit être libre le plus possible, doit exercer sa créativité à sa façon. Je pense qu'il manque peut-être à ce côté-là, c'est pour l'artiste, c'est d'aller s'éduquer au niveau entrepreneurial. Combien d'artistes qui pourraient avoir un meilleur rayonnement, qui pourraient mieux créer, qui pourraient en faire une meilleure vie et en faire une vie au complet, tu sais, en apprenant justement à vendre, à monétiser leur art. Il y a des artistes qui sont fantastiques, mais Christian, zéro business sense, tu sais, ou zéro éducation au business. Et malheureusement, comme ils peuvent pas créer autant justement parce qu'ils doivent se trouver une job et puis leur art devient un hobby et ils perdent leur créativité par rapport à ça. Je trouve ça dommage que ça arrive. C'est pour ça que je suis comme un bac en art. Ça sert à quoi? C'est quoi le but? Non, tu sais, puis dans un contexte d'affaires, là, je vais le prendre, c'est peut-être moi qui est genre angry old man yelling at clouds, là. Mais un entrepreneur ne devrait pas, par réflexe, juste courir après les diplômes. J'ai peut-être la mauvaise association que vouloir des diplômes, c'est une mentalité d'employé. Tu as des diplômes pour, très souvent, être plus facile à te faire engager, à démontrer ta valeur, alors que d'habitude, un entrepreneur va être là pour créer sa propre valeur. Donc, n'a pas besoin d'avoir de redevance à personne. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, il y a des diplômes, il y a des cursus qui sont pertinents. Tu sais, mettons, comme justement, les MBA ou t'as des programmes, justement, un petit peu plus en développement de comptabilité. Évidemment, il y a des rôles que t'as pas le choix, ça te prend des diplômes. Tu sais, je veux pas me faire, tu sais, un neurochirurgien, Chris, il est mieux d'avoir son diplôme, lui. Moi, le chercher, son diplôme. Tu veux un diplôme sur le mur en arrière, exact. Là. Mais au niveau vraiment du domaine des affaires, il y en a qui vont en avoir besoin. J'ai l'impression que les diplômes que tu as lorsque tu es un entrepreneur devraient être des diplômes de fine-tuning et non pas les diplômes qui te montrent ta porte d'entrée. Je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. C'est très clair. Je pense pas qu'un MBA est requis pour se lancer en affaires. Absolument pas. Je pense que c'est une bonne corde à ton arc sur moyen, long terme, oui. Mais c'est une question d'évaluer aussi le modèle d'affaires que tu veux. Quelqu'un qui est solopreneur, dans ma tête, tu peux très bien performer puis faire toute ta vie sans diplôme en affaires. Si tu sais que la seule personne que tu vas avoir à gérer, c'est toi-même, puis que au volume d'une seule personne, ben, ta comptabilité et tout le reste, tu peux facilement l'outsourcer. Tu n'as pas besoin d'un MBA. MBA va être Mais le MBA pour être un entrepreneur, tu n'en as pas besoin. Ce que je vois, moi, je le vois comme une question de profiling où j'aime voir quelqu'un qui a un MBA si, admettons, on va aller chercher un gestionnaire. OK? Généralement, les MBA sont de bons gestionnaires. Parce qu'ils ont tout ce côté structure, ils ont tout ce côté que le côté académique va leur donner. Ils vont avoir tout ce côté de gestion, pas nécessairement le côté créatif de l'entrepreneur. Et puis moi, par exemple, un MBA, je pense que la grosse valeur d'un MBA, c'est d'avoir une main-d'œuvre qui
qui est formé, si tu veux, à la gestion. Parce que souvent, comme tu as dit tout à l'heure, l'entrepreneur n'est pas nécessairement un bon gestionnaire. Tu apprends à être gestionnaire sur le tas. Et puis souvent, on a parlé déjà de la dynamique visionnaire-intégrateur. Quand on est un entrepreneur qui est beaucoup plus visionnaire, là, c'est intéressant d'aller chercher un bon intégrateur. Et un MBA va souvent faire un excellent intégrateur, donc un bon numéro 2 et n'est pas nécessairement un bon visionnaire, donc un bon numéro 1. C'est comme si tu allais chercher un CFO, par exemple. C'est certain qu'un CFO, un Chief Financial Officer, tu vas aller chercher quelqu'un qui a un background assez fort en économie, en comptabilité, en finance. Okay? C'est certain que là, des diplômes, c'est important parce qu'il y a des procédures, il y a des procédés de finance, il y a des modèles, si tu veux, financiers que tu peux suivre pour améliorer ton entreprise. Fait que là, c'est certain que peut-être que le diplôme-là, on doit regarder un peu plus à ce diplôme-là. En tant qu'entrepreneuriat brut, si vous êtes entrepreneur et que vous vous sentez entrepreneur, que vous vous dites « Ah, j'ai besoin d'un MBA », non, tu n'en as pas besoin d'un MBA. Non, puis j'ai l'impression que justement, un MBA va t'amener à être un bon gestionnaire, mais un gestionnaire qui n'a pas de vision, ça ne lève pas et ça ne perdure pas en affaires. Un intégrateur qui est fuck all en gestion peut quand même s'en sortir parce que le reste, c'est outsource. Fait que tu sais, comme tu dis, j'ai l'impression que c'est des bons traits, c'est des bons atouts pour des premiers soldats, je vais dire comme ça, mais c'est jamais la personne vraiment qui va avoir les mains sur le volant. Fait que non, tu sais, faut pas se mettre de stress là-dessus. Là. Puis comme je le disais, tu sais, c'est moi personnellement, là, je fais que de l'opinion ici. Là, je dis pas que c'est la chose à faire. Je trouve que c'est plus intelligent de dire bon, ben, je vais miser plus tactique que un cursus complet pour m'assurer que, regarde, plutôt que, comme je le disais, être average dans tout, je vais y aller plus progressivement. Je vais aller chercher un workshop, un atelier très spécifique sur un sujet très spécifique. Je vais prendre le temps de le mettre en pratique avant de commencer à voir d'autres choses. Histoire de ne pas commencer à m'éparpiller dans mes apprentissages, puis avoir une base sur tout, mais rien de vraiment actionnable ou qui se distingue. Donc, j'aime mieux faire justement comme, je sais pas moi, un training par année, un training aux 6 mois, puis de l'étirer sur plus longtemps que de dire, ben je vais, à la fin de mon cégep, aller faire 3 ans, 4 ans d'université, chercher mon MBA, puis de là, je me lancerai en affaires. Non, autant au niveau de l'investissement, autant de ce que ça te coûte que du coût d'opportunité, 4 ans de ta vie, que ça ne fait pas de sens, je trouve, de mon côté. Sans surtout... Mais faut y penser que maintenant, c'est contextuel à la situation actuelle. T'sais, parce qu'avant, tu n'avais pas une démocratisation de l'éducation comme on l'a en ce moment. Absolument. C'est relativement nouveau, là. Ça fait une dizaine d'années vraiment que tu as accès direct à des experts dans certains domaines sans avoir à passer par une boîte d'éducation comme une université ou autre. T'sais. Mais c'est comme tout le temps un petit peu l'ironie de la chose, c'est que tu payes le gros prix pour entrer dans une école, mais la réalité, c'est que les vrais experts, ils n'ont pas besoin de l'école pour former. Les vrais experts, justement, ils vont le faire tout seuls de leur côté. Fait que quand tu rentres dans un processus scanné académique, la personne qui te parle devant toi, at best, est intermédiaire. Elle n'est pas... Il y a le vieux adage de ceux qui enseignent, c'est ceux qui ont échoué sur le terrain. Là. Donc, c'est un des petits malaises que j'ai. Puis au moins, je trouve qu'en payant de façon ponctuelle pour des sujets spécifiques, tu t'assures d'être toujours le plus à jour sur le terrain. Parce que comme je le disais, tu sais, les plans dans les écoles, ça ne change pas à tous les 6 mois. Donc, tu sais, le temps, non seulement du moment que tu t'inscris, le plan il est peut-être déjà outdated. Le temps que tu fasses le cursus et que tu le finis, t'es peut-être 3-4 ans en retard sur le marché. Là. Tu sais, quand j'étais en production vidéo avec Quantum, quand j'engageais des personnes qui sortaient avec un bac en com, ce qui à mes yeux est un bac en bricolage, je veux pas être plate, là, mais t'as beau être capable d'écrire des bons articles, si t'as pas de sens d'analyse ou quoi que ce soit, tu vaux rien. Je dois te reformer de toute façon. Il est beau ton papier, là, puis j'en doute pas que t'as tout fait les études, puis sûrement les olympiades des communications, puis ton bac en brosserie. Mais la réalité est, la journée que tu vas arriver sur le terrain, tu vas manger un petit claque d'en face parce que tu vas te rendre compte que, ah ouais, ben tout ce qu'on m'a appris, faut que je désapprenne beaucoup de choses parce que sur le terrain, ben on est amené à travailler de façon différente.
faut savoir s'adapter. Puis des fois aussi, ce qu'on t'a enseigné, comme je dis, c'était vrai il y a 2 ans, mais c'est plus ça là. Fait que le learning curve, puis souvent, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à accepter pour les sortants, là. De dire, Chris, je viens de sortir de 4 ans, puis finalement, je me rends compte que j'ai perdu mon temps. Tu sais, des personnes qui vont faire un changement de carrière tardif, justement parce qu'ils se rendent compte que, bon, mais je suis pas prêt ou pour le marché, ou que le learning curve pour rentrer réel dans le marché est trop difficile. Fait que ça, je trouve ça dommage. Fait que c'est pour ça que non, de mon côté, je ne pense pas du tout que les diplômes sont nécessaires en affaires. Allez-y tranquillement, stratégique, un bloc à la fois, puis bâtissez sur ce que vous avez acquis, en vous permettant de justement faire des pivots, rester agile, puis vous adapter. Puis en même temps, faire plus d'erreurs. Je vais dire comme ça. Je trouve que apprendre à l'école, c'est un petit peu comme faire du bicycle avec des roulettes, là. Tu te brûles jamais assez pour avoir comme un vrai déclic. T'es comme, oh shit, ok, ouais, non, ça, faut... Tu sais, le pire qui va arriver, tu vas avoir une mauvaise note, puis tu vas être fou à ton prof et non pas... Tu sais, t'as pas de vraies conséquences. Dans le monde des affaires, c'est sink or swim, là. T'es mis dans le creux, puis tu dois apprendre. Fait que je trouve que tes apprentissages, t'es fait beaucoup plus rapidement. Donc, tu progresses beaucoup plus rapidement. Donc... J'aime ça que tu as dit un bac en brasserie, je trouve. Ben, s'il y avait des... Ouais, non, c'est ça. S'il y avait des niveaux en brasserie, j'aurais probablement eu mon PhD, je crois. Tu aurais pu m'appeler Docteur Dave. J'aime ça. Puis là, je vais peut-être me mettre du monde à dos. Been there, done that. J'ai l'impression aussi que si tu n'oses pas te lancer en affaires tant que tu n'as pas de diplôme, tu vas avoir un diplôme compensatoire, c'est-à-dire qui va être plus là pour cacher tes insécurités qu'avoir une réelle valeur pour ton développement stratégique. Si c'est la raison pourquoi vous ne vous lancez pas en affaires, allez travailler sur ces insécurités-là. Allez, comme no joke, travailler sur votre self-awareness parce que c'est pas le diplôme qui va vous l'amener, cette self-awareness-là. Vous amenez un délai au problème, ça va pas ajouter... Peut-être que ça va vous amener de la cockiness qui va venir avec ça, mais on vous l'a dit, là, la cockiness puis le snobisme académique, là, ça pue au nez des entrepreneurs. Là. Et honnêtement, comme toi, Matt, quelle est la proportion du poids du CV dans ton processus d'embauche? Ben, honnêtement, c'est 0. La personne que j'engage là, elle m'a même pas fourni de CV. J'en demande plus de CV. Quand les gens le fournissent, je vais le prendre. Mais non, moi, c'est comme, explique-moi qu'est-ce qui t'intéresse, puis on va jaser, puis parle-moi de tes cicatrices, parle-moi de où est-ce que tu t'es planté. Je veux pratiquement pas savoir c'est quoi tes bons coups que tu as faits, parce qu'il n'y a aucune façon pour moi de valider ta vraie proportion dans ce succès-là. Fait que, non, moi, je l'ai dit à maintes et maintes reprises, j'engage des personnes, j'engage pas des compétences. Je pars sur la prémisse de la personne que j'engage, elle travaillera pas comme que je veux. Fait que tant qu'elle me demande des bons soft skills, est-ce qu'elle est coachable? Est-ce qu'elle a le couteau dans les dents? Est-ce qu'elle veut apprendre? Est-ce qu'elle a... Ce que je vais faire, dans le fond, dans mon processus d'embauche, il y a toujours, je dirais, 1, 2, maximum 3 éléments sur lesquels je suis non négociable. Puis tout le reste, c'est juste jason, là. Puis on va adapter le rôle à tes intérêts organiques, puis tes forces, puis il n'y a pas de stress, là. Mais le CV, pour moi, est... à la limite, peut quasiment plus te nuire. La personne, tu sais, récemment, mettons, j'ai dû faire un move où je suis allé dans une perspective où j'engageais la personne A, j'ai engagé la personne B parce que son CV m'a laissé, tu sais, m'a fait comprendre des choses que je n'avais pas anticipées. Exemple, changer, tu sais, changer de job à tous les 12, 18, ça montre des facteurs de risque que, mettons, si j'ai pas le CV, je le saurais pas. Ouais, mais là, pour toi, donc là, nous, on regarde pas les CV, mais on va regarder ces choses-là. On va regarder, OK, c'est quoi le niveau de volatilité de cette personne-là? Est-ce que c'est une personne-là, est-ce que c'est un employé qu'on peut garder, former, ce qu'on en retire des CV, c'est pas la compétence, c'est quoi les patterns, c'est quoi les traits de personnalité indirects qu'on en sort. Fait que, exact. C'est ça. Et puis souvent, ça peut être une bonne chose, justement, un outil de tri. Donc, tu vois, le fait de peaufiner ton CV au complet, ça n'a pas vraiment de valeur parce que nous, on va l'utiliser vraiment pour faire un tri de base, mais pas basé sur le côté de « Oh, il a tout ça ». C'est comme
Ça, c'est des patterns. Puis encore là, ça c'est moi. Je veux dire, il y en a des places qui, encore aujourd'hui, tu ne peux pas postuler si tu n'as pas un bac. Je suis comme, est-ce que vous perdez des opportunités? Ça, c'est de la bullshit. Pour de vrai, c'est une façon tellement rigide, cadrée et de perte d'opportunités pour plusieurs entreprises. Je comprends que tu as une notion... puis encore là, je suis pas d'accord. Souvent, la prémisse va être, c'est pour être équitable avec tout le monde. Puis je suis comme, ouais, mais non. Honnêtement, je comprends que tu veux être équitable, mais en réalité, ce que tu veux, c'est la meilleure personne à la bonne place. Ben oui. Puis de là, c'est pas équitable. Mais c'est pas équitable pantoute. C'est pas équitable. C'est quoi? C'est que, OK, on demande un diplôme parce qu'on veut récompenser les personnes qui ont investi de l'argent là-dedans et dans un système. C'est la fausse croyance que si que le papier t'amène une garantie de performance, je vais le dire comme ça, absolument pas. Là. Ouais. Non. Fait que ça, c'est une autre mentalité. C'est une mentalité que je pense qui va être amenée à... en fait, déjà, je pense, commence à disparaître. Thank God. Là, maintenant, c'est rendu à la mode. Les parcours atypiques. Mais, je pense qu'il y a un ajustement au niveau du marché. Mais c'est ça, les diplômes, comme je mentionne, moi, les diplômes que je vais regarder ou que je considère, c'est ceux qui sont pas académiques, pur et dur. Je m'en sac de ton université, quoi que ce soit. Arrive-moi à dire, mettons, justement, tu as fait un diplôme qui est comme un diplôme maison, par une personne que je reconnais spécifique, parfait. Là, je vois, ou à la limite, genre, les diplômes de certification de HubSpot, par exemple. C'est ça, oui, je vais le considérer. Mais tout ce qui est académique, moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais quand tu regardes aussi le parcours atypique, faut faire attention avec ça aussi, parce que là, tu vois, maintenant que le parcours atypique devient, si tu veux, quelque chose de plus en plus populaire, encore une fois, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un snobisme attaché à ça. C'est comme, ouais, moi, je suis atypique, t'es plus... Ben non, mais c'est comme, tu sais, je suis pas académique, mais je fais, mais t'es un employé, tu comprends-tu? T'es pas nécessairement un entrepreneur, et souvent, tu vas te prendre un petit peu trop bon que tu l'es réellement. Oui, faire attention à ces choses-là. Parce qu'un entrepreneur, un employeur, d'expérience, va être capable de voir ces choses et dire, OK, là, dude, comme, ramasse ton ego de je suis. Il y a une différence entre un parcours qui est fuck all over the place puis un parcours qui est atypique mais cohérent. Là. Ben, exactement. Donc, faire attention pareil avec ça. Faut pas le mettre comme un gage, comme un badge de comme. Tu sais, c'est comme le hustle. Là. Pas le mettre comme un badge de comme. Oh, je suis un bon travailleur. Pas nécessairement. Là. Tu peux être un hustler puis un shitty worker. Absolument. Je veux dire. Donc, faut faire attention à ces choses-là. Nous, personnellement, moi, je regarde. Ça fait longtemps que je regarde plus le CV. En tout cas, je suis pas intéressé parce que je comprends juste pas la valeur. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aller voir directement, OK, est-ce que la personne a les compétences de, tu sais, est-ce que la personne, OK, elle dit qu'elle est telle chose? Parfait, on va faire ça. On va regarder ce que la personne a fait sur les projets dans lesquels elle a travaillé. Et puis, on va faire une entrevue un screening de base, mais beaucoup, exactement comme tu as dit, basé sur le skill set, basé sur la communication, basé sur est-ce que cette personne-là peut travailler en équipe? Est-ce que cette personne-là est efficace et efficiente dans son travail? Toutes ces choses-là vont rentrer en ligne de compte. Ensuite, on va évaluer la vraie compétence des personnes. On va envoyer des tests. C'est pour ça que j'aime beaucoup commencer par, OK, on va te commencer par en freelance parce qu'on peut faire un test d'une semaine, 2 semaines très spécifique sur une partie d'un projet et là, on voit. Et là, on commence à évoluer les patterns. Et à partir de ce moment-là, on va faire la décision finale et rentrer dans une optique d'emploi sur le c'est plus dans une thématique, mettons, d'embauche. Si on revient sur la prémisse du sujet, c'est pour l'entrepreneur en spécifique. Donc, il s'engage pas. Fait que, comme je le mentionne, oui, théoriquement, il faut voir ça plus comme du développement continu. Puis de là, faut pas... Le diplôme ne devrait jamais être la motivation. L'intention, le sujet devrait l'être. T'sais, qu'est-ce qui est plus intelligent? Aller faire une formation excellente, alignée avec ce que tu veux faire, qui ne te donne pas de diplôme, ou une formation average qui te donne un diplôme. Donc, je trouve que les diplômes, c'est du showboat un peu, plus qu'autre chose pour l'entrepreneur spécifique. Je n'ai jamais vu un bureau d'entrepreneur où je rentre puis ces diplômes sont affichés partout. Non, il va avoir des photos de ses employés. Il va mettre l'accent sur beaucoup d'autres choses que
je veux dire que ces petits papiers qui disent qu'il sait des choses, là. Théoriquement, si tu sais de quoi, t'as pas besoin d'avoir des diplômes qui le démontrent. Ta business, sa situation va parler d'elle-même, là. Fait que, Exact. Fait que non, tu sais, ça, je pense que c'est un faux stress. C'est vrai, hein? J'ai jamais vu ce façon-là, mais tu vas jamais rentrer dans un bureau d'un entrepreneur puis ses diplômes vont être affichés. C'est vrai. C'est totalement vrai. Par exemple, mais encore une fois, ce qu'on a dit tout à l'heure, un médecin, un spécialiste, etc., un comptable va afficher justement ses compétences parce que c'est des domaines où tu as besoin d'être assuré que cette personne-là est compétente là-dedans de façon académique. Mais sinon, pour le reste, le diplôme, c'est une validation de confiance pour l'externe, pour la perception de la personne qui te regarde. Si tu es un entrepreneur, c'est toi qui as la main sur le volant. Tu n'as pas personne à impressionner. Là. Tes diplômes, laisse ça dans un classeur, laisse ça dans une boîte chez vous. Tant que tu maîtrises le contenu qui venait avec ce diplôme-là, le reste, tu t'en sacs. Tu n'as pas besoin de l'afficher. 100%. 100%. Écoutez, j'aimerais entendre nos auditeurs, leur opinion sur le sujet, mais aussi, est-ce que vous avez un diplôme qui vous a servi à rien ou au contraire, est-ce que vous avez un diplôme qui vous a été énormément utile dans votre cursus, dans votre parcours entrepreneurial? On aimerait vous entendre dans les commentaires, envoyez-nous un email. Et on aimerait vous lire sur le sujet parce que encore une fois, c'est pas un one size fits all. Il y a différents côtés à la médaille. Et c'est ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le diplôme ne fait pas l'entrepreneur, malheureusement. Et ne rentrez pas dans ce type de pensée-là qui est cookie cutter. Non, ça, puis... Non, c'est beau, je n'irai pas là. C'est beau. T'es sûr? Non, je check le temps à lire, puis non, il n'y a pas... Tu veux pas rentrer dans la can of worm, là. Non, c'est beau. Tu ouvres pas la divagation. OK, puis à l'inverse, mettons, pour ce que les gens... Moi, c'est quelque chose que, tu sais, je suis tout le temps... Honnêtement, j'ai plus le temps, de toute façon, de faire de veille, là. S'il y avait, à l'inverse, une formation ou une micro-formation que vous recommandez, qui n'est pas nécessairement associée à un diplôme ou quoi que ce soit, mais que, justement, vous dites, gars, dans toutes les affaires que je peux faire, voici la seule chose qui me manquerait à ma corde et voici la formation que je reconnais qui me le donnerait. Fait que, trouver les espèces de secrets mieux gardés. Mettons, je pense à la formation d'Alexandra Martel, qui, à mon sens, ça ne donne pas nécessairement de diplôme académique ou quoi que ce soit, mais c'est un des astuces de bon investissement si tu es un entrepreneur. Tu en as plein de petits gems comme ça, que je suis comme, ça, moi, je veux les connaître. Fait que, laissez-nous-les savoir c'est quoi les petits secrets mieux gardés qui vous ont fait une vraie différence au niveau des apprentissages que vous avez faits. Académique ou pas, peu importe. Académique, c'est parce que je sais que de mon côté, j'aurais pas un an à dédier sur une formation parce que I got business to run aussi. Là, c'est la réalité d'un entrepreneur. Tu n'as pas le temps nécessairement, du moment que tu as le bras dans le tordeur, de commencer à hypothéquer des années et des années. C'est facile. J'allais... Donc, la place que je me censurais, je fais juste un clin d'œil pour pire on en parlera dans un autre épisode. Si on sort du côté académique, c'est que maintenant, tu as toutes les formules plus business focus, l'école entrepreneurship de Beauce, Entrepreneuriat Québec. Yes. Tu as différentes initiatives faites par et pour des entrepreneurs qui ont du bon, mais je dois dire qui souvent se sont distancés un petit peu de la mission initiale et que de plus en plus, je fais attention à mes mots, je veux dire, de plus en plus, l'attrait n'est pas nécessairement pour l'apprentissage, mais pour le réseau de contacts qui vient avec. Donc, est-ce que le diplôme est vraiment témoin d'une connaissance ou d'une progression au niveau de la compétence ou juste du positionnement? Fait que, sadly, autant académique que professionnel, des diplômes, là, ça s'ajoute. Tout a un prix, puis that's it, là. Fait qu'il faut garder toujours comme gardez ça en tête. Un petit grain de sel, surtout, sur tout. Là. Ben, encore une fois, c'est juste un symptôme de la démocratisation de l'éducation. Et puis, comme tu as dit, il y a du bon puis il y a du moins bon parce qu'il y a du très bon qui sort là-dedans, mais il y a aussi de la scrap qui sort à cause de la démocratisation de l'éducation. Donc, il faut faire attention avec de qui vous apprenez, de qui vous vous formez, etc. Donc, Mais encore une fois, on est en pleine évolution là-dedans, donc c'est certain que c'est un modèle qui va toujours évoluer, mais qui est super intéressant à voir évoluer. Maddie, on se parlera la semaine prochaine, mon ami. Comme tout le temps. Bonne semaine. Bonne semaine. Fais attention aux orignaux. J'ai vu qu'il y a des orignaux qui se promenaient chez toi. Trop petit un peu pour m'embarquer sur le barbecue. Fait qu'on se revoit dans 2 ans. Puis on va réévaluer notre relation, moi et ces orignaux.
Ouais, ils étaient un petit peu petits, là. Mais bon. Salut, mon chum. Bonne semaine à tout le monde. Bye. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.